Et bonjour à tous, c'est Yvan dans Captivity vs Wild et aujourd'hui on s'attaque à un animal tout particulier parce que c'est un animal qui est super dur à voir dans la nature. Je vous présente le Corytophanes cristatus. Je suis désolé, mais il faudra se contenter de ce nom scientifique. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais son nom en français s'appelle l'iguane casquée de Hernandez. Le problème, c'est que ce lézard n'est absolument pas un iguane. Nous l'appellerons donc le Corytophanes. Simple et efficace. Et alors ce qui est intéressant avec ce lézard, c'est que c'est un lézard qu'on va trouver en Amérique centrale. Mais il a des caractéristiques communes avec un autre lézard qu'on trouve à 10 000 km de celui-ci, qu'on va plutôt trouver en Afrique, en Europe du Sud, en Asie mineure, jusqu'en Inde. Et oui, ce lézard-là, il a des caractéristiques communes avec les caméléons, et notamment sur la méthode de défense, la méthode de protection. Parce que ces lézards, même si ce ne sont absolument pas des caméléons, ils font même pas partie de la même famille, et bien ils ont tout misé sur un camouflage, une coloration cryptique, l'immobilité, et aussi une autre technique, qui est la technique du stick trick, et c'est ça qu'on va aller observer parce que dans la nature, c'est encore plus fou. La famille des Corytophanidae est une petite famille de lézards d'Amérique centrale. Les représentants de cette famille sont peu nombreux, et on y retrouve seulement 3 catégories de lézards. Les basiliques, de grands lézards semi-aquatiques et arboricoles, pourvus d'une longue crête dorsale et une longue crête caudale. Il y a ensuite les Leimanctus, de petits lézards à la longue queue très effilée, avec cependant un casque à l'arrière du crâne beaucoup moins développé. Et enfin, les Corytophanes. On appelle ces catégories des genres. Par exemple, pour le genre Corytophanes, il existe 3 espèces. Alors que pour le genre Basiliscus, il existe 4 espèces, et ainsi de suite. Et donc finalement, le nombre d'espèces pour l'ensemble de ces catégories, donc de ces genres, s'élève à 11 espèces seulement. C'est donc une très petite famille de lézards. Alors je vais vous en chercher un deuxième, juste pour que vous puissiez comprendre que chez cette espèce-là, tous les individus ne sont pas pareils, et notamment au niveau de la coloration. Je parle pas de physiquement, hein, non, je parle vraiment de la coloration. Regardez celui-ci, il est coloré, il a des rayures noires, des taches rouges, alors que celui-ci, il est beaucoup moins. C'est pas à cause de la couleur qu'on fait la différence entre le mâle et la femelle, malheureusement. Les femelles peuvent être aussi bien colorées que les mâles. Non, la couleur va dépendre de la localité où on le trouve. Il y en a qui vont d'ailleurs être verts, qui vont ressembler à de la mousse, ou alors qui vont avoir un casque, ici qu'on peut voir derrière la tête, beaucoup plus proéminent que d'autres. C'est comme ça. C'est-à-dire que la forme et la couleur, elles dépendent surtout de leur environnement. On appelle ça une forme et une coloration cryptique. La notion de cryptisme, en zoologie, est une notion qui concerne des mécanismes mis en place par les animaux au cours de l'évolution pour se protéger des prédateurs. La plupart des exemples de cryptisme sont surtout visuels. Mais il faut noter qu'ils peuvent être aussi olfactifs et auditifs. Mais dans le cas du Corytophanes, il est surtout visuel. Chez les animaux, le cryptisme s'appelle l'homotypie. Elle peut s'appliquer soit par la forme, qu'on appelle donc l'homomorphie, soit par la couleur, qu'on appelle l'homochromie. C'est chez les insectes qu'on trouve les exemples d'homotypie les plus impressionnants. La Marchia hystrix, par exemple, est dotée d'une homochromie et d'une homomorphie particulièrement impressionnantes. Elle a, en plus de la forme, la couleur du lichen. Les phasmes, insectes bien connus du public, sont eux aussi de très bons exemples. Comme le phasme géant Heteropteryx dilatata, dont les ailes vont être semblables à de simples feuilles de la forêt. Et ce, malgré un blindage considérable et une armure à pointe relativement efficace. D'un autre côté, il existe des animaux qui vont simplement utiliser la couleur pour se camoufler. C'est le cas des zèbres. Cependant, cette homochromie ne fonctionne pas n'importe comment. Un zèbre tout seul, dans la brousse, est facilement reconnaissable. Mais lorsque vous ajoutez plusieurs zèbres ensemble, le motif des uns se confond avec le motif des autres.
ça brouille une image et on ne sait plus combien d'individus on a sous les yeux. Et alors, pourquoi ça s'appelle Captivity versus Wild? Eh bien parce que le comportement des animaux en captivité n'a absolument rien à voir avec celui qu'on trouve dans la nature. Et l'intérêt de cette vidéo, justement, c'est d'aller observer des comportements à l'état sauvage qu'on ne pourrait pas observer en captivité. Là, ici, on a des animaux qui sont relativement cool, placides, qui ne cherchent pas à fuir. Et en plus, ce qu'on sait de ces lézards, surtout dans leur milieu naturel, il n'y a pas énormément de données. Alors, il y en a, évidemment, je dis pas que je vais faire la différence, forcément des travaux qui ont déjà été faits. Mais il n'y en a pas des masses. C'est pas un lézard qui est très connu, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez ça. Et pourtant, c'est un lézard qui est très commun. Hein, il n'est pas en voie de disparition, pas en voie d'extinction, mais comme il est juste super dur à observer, à cause de sa coloration et de sa méthode de défense, eh ben ça en fait un animal sur lequel on a très peu de données. Et justement, c'est ce que je vous propose, c'est d'aller les voir directement dans la vidéo, sur le terrain en Amérique centrale. Allez, générique! Ah mon ami! Bienvenue en Amérique centrale les amis! Bon, je vous ai retrouvé ici. Maintenant ils le savent pourquoi je suis ici. Et c'est ici, dans cet endroit, qu'on va le trouver. C'est pas magnifique? J'ai la tête qui tourne. C'est pas bon signe. Je crois que ça tient ça? Je pense que ça tient. Mais c'est pas par là que t'es passé toi? Non, c'est passé de l'autre côté, mais tête. Ah, putain. Et nous y voilà. Pour trouver notre objectif, il a fallu s'aventurer loin dans la jungle. On a de la chance, on est en pleine saison sèche. Ça veut dire que la terre ne glisse pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tout le bruit qu'on veut, la jungle est un environnement très bruyant, et les animaux n'ont pas tendance à fuir au premier craquement de feuilles. Enfin, à condition que je ne me torde pas la cheville dans un vacarme assourdissant. Hey, salut à toi mon ami. Comment vas-tu? Tu aimes les contre-jours? J'ai l'impression d'avoir commencé comme, tu sais, Ami des lobbies. D'ailleurs que je fais un énorme bisou. Allez voir leur chaîne YouTube, c'est juste un génial. Mais ils commencent, salut à toi mon ami. Et ils ont un humour cynique. Je vous adore, je vous aime. Mais nous, il faut qu'on avance parce que ça se trouve pas comme ça. Tu vois, les Corytophanes, vraiment. Hein. Enfin, je sais pas si t'as vu l'endroit. C'est le bordel. J'ai la flemme de dire c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais... Tu peux dire autre chose. C'est comme chercher tasse. Je peux pas le dire ça. Non, je sais pas, c'est comme chercher un lézard qui ressemble à du bois dans une forêt de bois. Hein? Parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, Aaron, let's go. D'autant plus que le lézard qu'on cherche ne bouge absolument pas. Il est parfaitement immobile et discret. Ouais, ça va. Ouais. C'est un lézard qui est pas actif du tout. Et c'est ça qui va faire que... qui va être difficile à trouver. C'est-à-dire que la plupart du temps où les lézards, tu les vois parce qu'ils se mettent à bouger sur le sol, donc déjà tu l'entends avant de le voir. Lui, il ne fait pas de bruit, il ne bouge pas et en plus, il ressemble à ça. Tu vois? Genre, techniquement, voilà, il ressemble à ça. Et des ça, t'en as partout dans ça. Il existe pourtant bien des types de jungles. Jungle d'altitude, jungle humide ou jungle sèche, la forêt dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui s'appelle localement El Bosque. C'est-à-dire que les locaux font la véritable différence entre la jungle, la jungla et le bois. En Amérique centrale, la jungle désigne surtout une forêt qui est constamment humide, très peu marquée par une saisonnalité. C'est-à-dire que tout au long de l'année, les pluies sont conséquentes et le taux d'humidité est très peu variable. Alors que la forêt dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une forêt dans laquelle il n'a pas plu depuis déjà 3 mois. Le décor est vert, florissant, mais le sol est sec. La pousse des plantes est donc ralentie, et la plupart des animaux, insectes, reptiles et amphibiens, vont se réfugier dans les zones encore humides, comme un pied de bois, une racine, les contreforts d'un arbre ou entre 2 roches. Alors, en Amérique latine, en Amérique centrale notamment, parce qu'ici on est en Amérique centrale, généralement ils l'appellent le perro zompopo, ou alors le turice, c'est en italien, non? Enfin c'est turice, ouais, turipache,
Turipache, ouais c'est ça, je crois que c'est ça, c'est Turipache Cabeza Lisa. Ça veut dire Turipache, j'ai trouvé aucune traduction à Turipache. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire Turipache. Voilà. Mais nous l'appellerons le Corytophanes. Il n'y a pas de chemin là. Alors allons par là. On a tendance à penser qu'on peut se perdre dans la jungle. Et c'est vrai. Lorsque notre vision n'est pas adaptée à retenir les formes et les couleurs, il est très difficile, lorsque l'on s'aventure pour la première fois sur un territoire, de se repérer dans l'espace. Normalement, les fleurs et les plantes sont altérées sur votre passage, mais bien souvent ce n'est pas suffisant. Ici, ce sont les grands arbres qui guident nos pas. Cébas, ficus, capoquiers, comme ils sont déjà très âgés, déjà très grands, leur croissance est beaucoup plus lente et beaucoup moins visible. C'est-à-dire que dans le paysage, ils semblent ne jamais bouger. Contrairement aux autres plantes, beaucoup plus petites et plus jeunes, qui elles poussent beaucoup plus rapidement et donc modifient en permanence le paysage. Waouh, waouh, waouh. Là, on est en plein dans la saison sèche et on est à moins de 500 mètres d'altitude. C'est vraiment dans cette fourchette d'altitude que tu vas le trouver. Ça aime pas les basses températures ni les hautes températures non plus. Une espèce qui a très peu de température variable, c'est ce qu'on appelle une espèce thermoconformiste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aller se chauffer au soleil pour augmenter sa température corporelle, puisqu'en fait la température environnementale est suffisamment stable et idéale pour le bon fonctionnement de ces animaux-là. Contrairement à des espèces comme le lézard de muraille qu'on va trouver sous nos latitudes en France, ou toutes les espèces de reptiles que tu vas trouver dans les milieux, dans la zone paléarctique, donc là où tu as des régions généralement tempérées, à un rythme saisonnier très marqué, donc printemps, été, automne, hiver, et ces espèces-là vont, à la sortie de l'hiver, venir chercher tous les petits rayons de soleil qui vont venir leur conférer suffisamment de chaleur pour pouvoir être en activité. Tandis que ici, dans la forêt, dans la jungle, la température est pareille partout, ça varie pas. Et regardez un peu le peu de taches de lumière qu'il y a. Il y a un tel couvert végétal qu'il y a très peu de taches de soleil qui passent. Donc c'est vraiment pas une espèce qu'on va trouver en plein sur un spot de lumière. C'est très rare. On va le trouver n'importe où. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la lumière, ça dépend du support en fait. Je sais pas si tu imagines ce qu'on doit chercher là-dedans. Je sais vraiment pas. Oh mon Dieu, ça va être long et chiant. Que la force de Peter McCalloway soit avec nous. Alors rassurez-vous, je vous emmènerai pas ici si on n'en trouve pas. Moi je viens là. Aïe, ça m'a piqué. Je vous amènerai pas ici si j'en avais pas déjà observé auparavant. D'ailleurs, la plupart du temps, on les a observés de nuit. Et ils sont d'ailleurs plus faciles à voir de nuit qu'en plein jour. Parce que ces petits bâtards là, ils sont capables de changer leur coloration en fonction de la luminosité et de la température corporelle. Et la nuit, comme il n'y a pas de lumière, ils sont beaucoup plus clairs. Donc en fait, avec une lampe torche, tu les vois vite. Mais en pleine journée, je te jure, ça en a du bois. C'est chiant. Bon, depuis tout à l'heure, je vous avoue, depuis tout à l'heure, je ziote chaque arbre et j'essaie de chercher un truc qui ressemble à une feuille morte. Faut chercher. Aaron, lui, va filmer quasiment en continu et moi, je vais chercher en continu aussi. Mais très honnêtement, c'est l'environnement dans lequel on les trouve. C'est ça, en fait. C'est vraiment, tu vois, une litière qui est très fournie en feuilles, hein, énormément en feuilles, en bois décomposé, avec une densité végétale qui n'est pas non plus énorme. Si tu veux, il y a quand même des arbres qui sont espacés, il y a de la place pour circuler. Moi, tu vois, je suis pas avec la machette en train de taillader tout et n'importe quoi. J'en ai même pas besoin aujourd'hui. Et non, c'est une forêt tropicale humide avec des variations sèches. Parce que là, il fait 70% d'humidité. Hein. Il fait pas très humide non plus. Non, on va jamais en trouver. Oh, une dendrobate. Oh, une toute petite dendrobate. Un dendrobation. Regarde. Oh, Pitu. Salut à toi, Pitu. J'adore tout ce qui est tout petit. J'ai envie de les prendre, de leur faire des bisous et de les écraser fort.
Bon, n'empêche, il faut faire attention du coup. Très honnêtement, il n'y a pas de secret. Hein. Tu prends un arbre, tu l'analyses, tu regardes. Et s'il n'y a rien dessus, tu t'en vas. Le problème, c'est qu'on cherche un animal qui se cache de nous. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est deux. Et c'est justement ça qui va faire toute la différence. Où ça? C'est pas vrai. Ah le Pitu. J'ai avalé un moustique. Ah Pitu. T'as vu ce qu'il a fait? Il a fait exactement. Pardon, j'ai avalé. T'as vu? Regarde. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Bien joué de l'avoir vu. Mais t'as vu? C'est moi le plus proche. Ouais. Et normalement, toi tu le vois super bien, mais moi je le vois pas. C'est ça. Est-ce que tu captes? Est-ce que tu captes un petit peu ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se cacher. De se cacher de qui? De moi. C'est moi le plus proche, c'est moi la menace. Et alors c'est pas mes mains qui vont l'effrayer, c'est vraiment mon visage. C'est mon visage. Les reptiles sont capables de... Ils ont une acuité visuelle, mais juste de ouf. D'ailleurs, il y a probablement de fortes chances, même pas de fortes chances, c'est sûr à 100%, que ce lézard sont nos amis. Non, c'est pas ça que je veux dire. Que ce lézard nous a vus dès qu'on est rentré dans la forêt. Mais c'est ouf, moi je le vois pas du tout. Genre, je sais pas si... Regarde la caméra, je vous montre, je le vois absolument pas. C'est assez incroyable. En fait, il est derrière là. Hop. Enfin, je vais reculer un peu. Ah ouais? Attends, je vais enlever ça moi. Ouais, moi aussi. Tac, c'était trop beau comment je l'ai fait. Trop stylé. T'as tout filmé? Bah en fait, au moment où je l'ai vu, il fait ah ouais, et j'ai cliqué, tu Ouais, vois, mais ouais. après il y a eu la scène où tu dis. Bien sûr, c'est où bien sûr. Quel moment! C'est toujours la consécration lorsqu'on trouve l'animal qu'on est venu chercher. Et c'est d'autant plus gratifiant lorsque l'animal fait exactement le type de comportement qu'on est venu observer. La chance qu'on a eue, c'est que je suis passé avant Aaron. Comme j'étais le plus proche de la branche, le Corytophanes a voulu se cacher de moi et s'est décalé de la branche. Il est donc devenu visible pour Aaron qui n'a pas caché son euphorie. Cette technique-là, elle n'a pas de nom. Moi, j'ai fait une vidéo à Madagascar sur les caméléons où j'explique en fait ce comportement et je l'ai nommé le stick trick. Ça veut dire en gros la technique du bâton. Comment elle fonctionne cette technique? C'est super simple. C'est l'animal va venir se mettre dans l'axe longitudinal, donc dans le même axe que la branche, en choisissant une branche à peu près du même diamètre que lui et va venir se mettre toujours à l'opposé d'une potentielle menace en conservant toujours la branche entre lui et le prédateur. Là, le prédateur, c'est moi. Donc l'animal en fait se cache et tout ce qu'on peut voir c'est juste ses petits ongles, ses petites pattes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez aussi le coup de chance qu'on a eu là, juste de passer à côté parce que T'es passé devant. je suis passé devant les gars. Et genre je l'ai pas vu, il a dû flipper de moi, il a dû se décaler et c'est là que tu as dû le voir, non? Mais dans la caméra, je l'ai vu. Ah mais c'est trop... Mais non, c'est sérieux? Mais non, c'est quoi ça? Trop stylé. Trop stylé. Et c'est un jeune celui-là, hein. Il est pas hyper non plus hyper développé, mais c'est trop stylé, c'est trop beau d'en voir ça dans la nature. Je vais juste vous montrer. Regardez par rapport à la taille de ma main. Donc j'ai une main qui fait 24 cm et la queue elle fait ça. Alors 24 cm et que dans la même phrase. La queue du lézard. Non mais j'ai un mètre sur moi. Un mètre rouillé qui va bientôt mourir. Et combien tu mesures, toi, petit Pitu? Il fait 31 cm. Non, un peu moins. 29,5. 29 cm. Ouais, un adulte de bonne taille, ça fait entre 35 et 40 cm. Donc tu vois... J'ai la bouche palpable un peu trop, qui est presque engourdie. Peut-être me serais-je fait engourdir la bouche par un animal qui engourdit la bouche. Peut-être. Un engourdi de bouche. Ouais, probablement. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Et cette technique-là, elle est juste fabuleuse. Il y a la plupart des animaux arboricoles le font. Mais ce qui est plus marquant chez le caméléon, c'est que comme les caméléons, ils ont les yeux qui s'expansent sur les côtés, hein, il y a le globe oculaire qui sort complètement de la boîte crânienne. Et ben quand ils sont cachés derrière une branche, t'as juste l'œil qui dépasse et qui t'observe en fait. Et c'est trop stylé. Là, lui, il est quand même un petit peu obligé de décaler la tête, mais c'est trop beau. Contrairement aux humains, certains lézards, comme les caméléons ou les anolis,
sont capables d'avoir une image par œil totalement indépendante et bien distincte. Pour pouvoir avoir une vision binoculaire, l'animal est obligé donc d'avoir les deux yeux focalisés sur le même objet. Bien que les yeux des caméléons soient exorbités, en lui conférant un champ de surveillance de son environnement particulièrement efficace, les yeux du Corytophanes, situés en haut du crâne, sont cependant beaucoup moins exorbités. En revanche, leur vision reste remarquable. Mais regardez ça, comment c'est fabuleux. Et ils font ça super bien, hein. Ils s'accrochent avec leurs toutes petites patounes antérieures et leurs pattes postérieures, elles viennent se mettre dans le prolongement de la branche. Tu vois, c'est vraiment, ils se détendent à fond pour ressembler le plus à une branche. Et c'est ça qui est encore plus fabuleux, c'est cette espèce de casque, tu vois, proéminent, qui part de la partie pariétale du crâne, donc c'est l'arrière ici, et qui s'expanse loin derrière. Là, celui-là c'est un jeune, elle n'est pas super développée. Cette apophyse pariétale en fait, qu'on appelle le casque, et qui est caractéristique des lézards de cette famille, les Corytophanidés. Mais pour l'origine de la famille des Corytophanidés, les avis divergent. L'origine la plus connue viendrait du mot grec korytos, qui signifie casquer, et phanéis, qui signifie faire paraître. En revanche, Corytos, ou Corytus dans la mythologie grecque, en plus de représenter un roi mythique italien, le mot ferait aussi référence à l'étui d'un arc, donc pièce de cuir en forme voûtée. Et vu la forme du crâne des représentants de la famille des Corytophanidés, ce mot semble aussi bien correspondre. C'est-à-dire casque bien développé, tu vois. Eh ben, elle est recouverte par une membrane de peau. Quand tu joues un peu avec la lumière, tu peux voir à travers. Ah oui, c'est un peu creux. De toute façon, quand on regarde le squelette de la boîte crânienne de ces animaux-là, on se rend un peu compte de comment ça fonctionne. Et regardez-le, comment il est fabuleux, comment c'est assez incroyable. Et comme je vous ai dit, leur acuité visuelle, elle est juste incroyable. Ils ont la capacité de faire une mise au point très rapide grâce à des muscles dans les yeux qui sont des muscles striés. Nous, les mammifères, on a des muscles lisses, de manière générale. C'est des muscles qui ne sont pas aussi efficaces dans les yeux pour pouvoir permettre aux cristallins de se tendre et de se détendre rapidement. Là, eux, en plus d'avoir une pupille qui s'ouvre, qui se ferme, mais en un claquement de doigts, et parfois c'est très rapide, un peu comme chez les oiseaux qui communiquent avec les yeux, et ben les reptiles ont un cristallin qui fonctionne grâce à des muscles striés qui sont beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, quand on regarde le squelette d'un Corytophanes, ou des Corytophanidés de manière générale, il y a un anneau au niveau de l'œil, un anneau qu'on appelle l'anneau scléral. Donc c'est l'anneau qui se trouve, c'est un anneau osseux ou cartilagineux qui se trouve au niveau de la sclérotique dans l'œil. On ne sait pas à quoi ça sert. Et pourtant, il y a plein d'animaux, plein d'espèces sur Terre, et ça depuis les dinosaures, qui ont ce putain de truc. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Que les animaux soient nocturnes, qu'ils soient dans l'eau, donc aquatiques, qu'ils soient terrestres, arboricoles, qui volent, ce truc semble... tu sais pas, on sait pas. Il y a des théories comme quoi ce serait pour aider à la vision nocturne ou un ancêtre de Columbe, mais même les dinosaures l'avaient ce truc-là. Moi j'ai deux théories là-dessus, c'est pour ça que ça m'intéresse. Au début je pensais que ça avait un rapport avec la glande lacrymale. Mais ma première théorie tombait à l'eau. En effet, les crocodiles étant les seuls reptiles à ne pas posséder d'anneau scléral, je me suis donc demandé ce qu'avaient les crocodiles de plus ou de moins que les autres reptiles. Le dicton larmes de crocodile est bien faux, puisque ces animaux sont bel et bien capables de pleurer. Ce procédé n'a rien à voir avec de l'émotion. C'est un procédé tout parfaitement naturel qui permet d'humidifier et de nettoyer la surface de l'œil. En revanche, pour d'autres reptiles comme les lézards ou les serpents, c'est beaucoup moins évident. La glande lacrymale est attachée à un os dans l'œil et le canal qui permet d'évacuer les larmes s'écoule directement dans la cavité buccale. Pour moi, il était évident que cet anneau était une attache qui permettait à la glande lacrymale de pouvoir fonctionner correctement. Le problème, c'est que les tortues possèdent aussi cet anneau dans l'œil. Et certaines tortues, comme les tortues marines, sont bel et bien capables de générer des larmes à l'extérieur. Moi je pensais que ça avait un rapport avec l'attache de la glande lacrymale, etc. Sinon, une autre théorie, c'est un os sur lequel sont attachés des muscles qui permettent en fait une meilleure contraction de la pupille. Donc c'est des animaux qui
communiquent énormément par des mouvements pupillaires, comme ce qu'on retrouve chez les oiseaux, etc. Ça, c'est une théorie à creuser là-dessus, il faut voir. Mais voilà, c'est soit les mouvements pupillaires, soit les larmes. Comme una lacrima sul viso. Je reprends. C'est beaucoup trop stylé. Mais là on le voit plus. Ouais, attends, je vais le faire réapparaître vers toi. Regarde. Voilà. Tour de magie. Où est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai, à la base, à l'ancienne, t'as vu? Genre il y a quelques années, on les appelait pas les corytophanes, on les appelait les agamas. À la base, il était classé comme étant un agame. Alors, je sais que ça vous parle peut-être pas les agames, mais en gros, c'est des lézards qui ressemblent à ça, je te jure, ça ressemble à ça. Et qui vont être arboricoles, désertiques. Le plus connu, c'est le pogona ou le dragon d'eau, le Physiniatus cosincinus. Mais c'est des lézards, tu sais, t'as toujours l'impression qu'ils font la gueule. Ils sont toujours comme ça. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que les agames, t'en trouves sur toute la planète, sauf aux Amériques, nord, sud, centrale. Voilà, sachez-le, il y a plus de 300 espèces d'agamidés, il n'y en a pas aux Amériques. Ça, c'est une autre famille. Les agamidés sont des lézards ayant des pattes fortement développées. Toujours fiers, la tête haute et les yeux bien au-dessus du crâne, ces lézards ont dompté tout type de milieu. Arboricoles tropicaux ou terrestres et désertiques, les agames colonisent tous les continents à l'exception du continent américain. On trouve maintenant de plus en plus d'espèces d'agames sur le continent nord-américain à cause de l'introduction illégale de ces animaux. Ce sont des lézards qui ont des spécificités communes avec nos corytophanidés, notamment leur gueule, large et puissante, de grosses arcades sourcilières, des pattes longues et musclées, aux doigts longs et fins, et tous deux ne perdent pas leur queue. Ici, les familles les plus communes que tu vas trouver aux Amériques, c'est généralement les hélodermatidés, donc les hélodermes, les monstres de Gila, les théidés, donc avec les tupinambis, les téjus, les corytophanidés, effectivement, les phrynosomatidés, que je vais trouver aux États-Unis, au Mexique un petit peu aussi, les dactyloïdés, qui sont les anolis. Mais non, t'as pas d'agamidés, t'as pas d'agame. Vous avez vu un petit peu comment on peut rester proche de l'animal sans qu'il ne fasse rien? C'est pas des lézards très actifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très rare de les voir manger dans la nature. Comme ils ne bougent pas, et je vous jure que parfois, ils ne bougent pas de la semaine. J'exagère un petit peu, mais ils peuvent rester sur la même branche des jours entiers. Comme ils ne bougent pas et qu'ils restent comme ça dans cette position, ce ne sont pas des très grands chasseurs. Ils vont chasser à la méthode du sit and wait, un peu à la façon de certaines araignées. Donc elles attendent sur un endroit qu'une proie passe à côté pour le manger. Mais eux, c'est pareil. Comme ils ne bougent pas et qu'ils attendent, ils ne brûlent pas de calories. Comme ils ne brûlent pas de calories, ils n'ont pas besoin de manger souvent, et ainsi de suite, et ça devient un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend comme tu veux. Mais du coup, c'est en fait des lézards qui ne bougent pas. Voilà, ça ne bouge pas. Et c'est tout l'avantage d'être un animal à sang froid. Les animaux comme les reptiles, les arthropodes ou les poissons sont des animaux qui sont incapables de générer leur propre chaleur corporelle, qu'on appelle donc l'ectothermie, mais qui, en plus de cela, ont une température corporelle qui varie en fonction du milieu, qu'on appelle donc la poikilothermie. Si on compare aux animaux à sang chaud, par exemple, les mammifères ou les oiseaux, leur température corporelle, généralement, varie autour des 38 degrés et ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, beau ou moche, la température reste toujours la même. Cette température idéale est obtenue grâce à des échanges chimiques lors de la consommation d'aliments. Lorsqu'un animal à sang chaud mange, ces aliments sont assimilés par l'organisme, transformés et aident au maintien de la bonne température corporelle et donc aux fonctions vitales de l'organisme. Cela implique que l'animal à sang chaud doit manger en continu pour pouvoir se chauffer. Alors qu'un animal à sang froid, comme un reptile par exemple, doit impérativement atteindre au préalable la bonne température corporelle pour pouvoir fonctionner et donc pour pouvoir manger. C'est-à-dire que si un animal à sang chaud consomme en continu des calories pour pouvoir toujours être à la bonne température, le reptile, lui, ne consomme absolument rien ou très peu lorsqu'il est inactif. C'est vraiment magnifique, tu vois, c'est typiquement le genre d'endroit dans lequel tu trouves ça. C'est beau, c'est beau.
C'est juste beau. C'est juste beau. T'es beau le lézard. T'es beau le lézard. Beau ou belle d'ailleurs. Comment on sait? Eh ben on sait pas. Pour le savoir, il faudrait que je le chope, tu vois, et que je trifouille un petit peu ses organes génitaux. Je vais pas le faire. Mais sachez que la taille du casque ne dépend absolument pas du sexe de l'animal. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel visible au premier coup d'œil. Non, mâle et femelle se ressemblent, se confondent. Mais c'est fabuleux. Et lui, je serais incapable de vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Ah, attends, je la refais bouger. Voilà. Trop stylé, t'as vu comment il se décale? Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ce casque, c'est quand même fabuleux. T'as d'autres lézards qui vont avoir ça, comme le caméléon calipratus, le caméléon casqué du Yémen, ou caméléon commun, mais c'est le caméléon casqué du Yémen vraiment qui a le casque le plus balèze en fait. Chez les mâles, c'est disproportionné. Et il y a une étude qui a été faite qui est que de tous les caméléons, celui qui a la morsure la plus puissante, celle où il y a le plus de pression, et ben c'est justement le caméléon calipratus, celui qui a le casque le plus grand. En fait, il semblerait que les muscles de la mâchoire tirent sur les os du crâne qui permettent justement un allongement et inversement. Et plus c'est allongé, plus tu as de muscles, plus il y a de muscles, plus c'est puissant, plus tu as d'os et inversement. Et donc il y avait une étude qui avait été faite sur les Corytophanidés et notamment les Corytophanes. Au niveau des proies, on mesure surtout le type de proie à la qualité du rostre d'un lézard. C'est-à-dire que plus ton lézard va avoir un rostre, donc un museau long, et plus il va aller chercher dans des coins où il va manger des petites proies fines, dans des recoins comme certains varans par exemple, mais moins il va avoir de pression dans les mâchoires. Et inversement, plus le museau est court et plus tu as une mâchoire qui est développée, comme chez les élodermes par exemple. Tu as un museau qui est très court, des dents de ouf et des muscles maxillaires qui sont développés de ouf. Et si tu compares aux serpents, les serpents ça va être beaucoup plus avec les os postérieurs du crâne et les os de la mâchoire. Il y a Marion Segal qui est une biologiste postdoctorante en fait qui fait des recherches et son travail est passionnant si ça vous intéresse sur la corrélation entre la denture des serpents, donc en gros les dents, la dentition, et leur alimentation. En gros, elle s'intéresse à comment les dents évoluent, si je dis pas de bêtises, comment le crâne d'un serpent évolue par rapport à ce qu'il mange. Marion Segal, allez voir ses travaux, c'est merveilleux, c'est fabuleux et je suis sûr qu'elle sera très heureuse de répondre à vos questions. En tout cas ici le Corytophanes, lui, il a une mâchoire, il a un museau qui est relativement court. On peut supposer qu'il a une pression dans les mâchoires qui est relativement élevée. Je suppose. Est-ce que tu as une pression de mâchoire élevée toi? Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Il m'a dit qu'il s'en fiche. Et ainsi se termine la vidéo sur les Corytophanes. En pleine saison sèche, j'en profite tout de même pour mener une petite expérience personnelle. En captivité, les Corytophanes sont souvent habitués à la présence humaine et donc ne refusent jamais lorsqu'on leur donne un peu d'eau. Ici, il n'a pas plu depuis plusieurs mois. Je suppose donc que ce lézard doit être assoiffé. Une simple seringue remplie d'eau, un peu de patience et j'essaye. Eh bien figurez-vous que même après 40 minutes, le lézard a refusé de boire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les animaux que vous avez envie que j'aille voir dans la nature. En tout cas, c'est ici que je vous abandonne. C'était Yvan pour Animaux Mode d'Emploi sur Captivity vs Wild. Paix et prospérité, et à très bientôt sur la toile.